Bonjour YouTube, c'est Daimon, Better Call Saul saison 6, épisode 9, partie de plaisir, on verra, c'est le nom de l'épisode, on verra que ça ne sera pas nécessairement le cas pour tous les personnages, un épisode qui est attendu depuis pas mal de temps, mais qui aura son petit coup de théâtre à nous proposer, et que je pourrais résumer sur la forme en deux mots, orange et silence. À l'exception de cette intro, on va le voir tout de suite. Pas mal de choses à décortiquer dans cet épisode, je vais essayer d'être assez succinct, c'est peut-être ici, si j'arrive à vous le montrer. C'est raté. Si j'arrive à vous le montrer, c'est peut-être le seul plan qui ne contient pas beaucoup d'orange, à part peut-être l'orange de la grue, mais véritablement dans les éclairages, dans l'étalonnage et non pas dans la couleur naturelle des choses, avec la pose en grosses lettres métalliques, visiblement Saul Goodman and Associates, en compagnie de sa secrétaire Francesca, qui semble kiffer sur le coup. Et alors en accompagnement, j'ai pas réussi à Shazam le morceau, mais je l'ai retrouvé. On a un accompagnement musical plutôt cool pour ce plan, cette longue séquence introductive. Et le morceau, c'est Perfect Day de Darry Nilsson. La version que j'ai réussi à retrouver est pas exactement pareille, pourtant il s'agit de la même chanson, j'ai pas l'impression que ce soit une reprise, peut-être que c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des précisions en plus à apporter, n'hésitez pas. Ici, on a un plan qui est littéralement en plongée, hein, c'est-à-dire que le plan évolue. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un zoom, mais on a l'impression que la caméra est suspendue à la même grue que celle qui sert à déposer le lettrage de Goodman and Associates. Et pour une fois, on voit Francesca sourire. Regardez, c'est assez rare pour le remarquer. Pas d'orangé, un petit peu de bleu avec la place handicapée, mais voilà, c'est la seule séquence vraiment qui tranche avec le reste de l'épisode, ou peu s'en faut. Et alors on se demande où est Kim dans un aussi grand moment de la vie de ce cabinet. Et bien Kim tout simplement est au tribunal en train de faire son boulot, puisque rappelez-vous la consigne qu'ils avaient reçue, Saul Goodman, donc Jimmy McGill et Kim Wexler, c'était de Mike, c'était: ayez une journée normale, je veux pas que vous ayez les yeux dans le vague, que vous soyez un petit peu perdu ailleurs, que les gens se disent: ah, tiens, hein, qui ne m'était pas comme d'habitude aujourd'hui. Il faut que ce soit une journée normale. Donc, eh bien, il s'y emploie, peut-être avec plus de facilité pour Jimmy que pour Kim. Qui sait? Plusieurs fondus dans toute cette séquence qui entremêlent au montage les séquences de la vie normale, comme dirait l'autre. Je crois que c'était un spectacle de Gad Elmaleh, peut-être même son premier. Ici, avec une machine à café, tout simplement au tribunal, et qui s'entremêle avec voilà, le sang que l'on nettoie, et voilà, un autre liquide. À tel point que, en fait, ces séquences de la vie banale, de la routine des personnages qui sont entrecoupés de moments un petit peu dégueulasses, ça m'a rappelé la morning routine véritablement de Dexter Morgan, vous savez, dans le générique, la première série, non pas celle, non pas New Blood, que j'ai bien aimé d'ailleurs, et j'en ai fait une vraie vidéo, contrairement à ces reviews, c'était une vidéo avec du montage qui m'a pris des semaines de travail, allez la voir, mais et voilà, ça m'a rappelé surtout voilà, le générique de la première série Dexter, celle qui avait 8 ou 9 saisons, non pas la mini-série qui vient la clôturer. Par contre, la différence, c'est que Dexter Morgan, en fait, c'était des vrais gestes du quotidien, mais qui étaient filmés de façon à susciter le malaise. Là, bon, on triche un petit peu, on vous montre directement le malaise et on vous l'entrecoupe. Par contre, comment les fondus enchaînés lient les deux, c'est plutôt qualitatif, c'est plutôt bien trouvé. Toujours dans cette longue séquence introductive et silencieuse, on a voilà, la nuit qui enfin tombe, et à partir de là, cet éclairage orangé qui va arriver de temps en temps matinée, enfin sur un seul plan je crois, matinée, du bleu qui vient le compléter, comme on l'avait déjà vu dans des plans de nuit en extérieur, tout simplement. Et là ici, cette scène qui est illuminée uniquement par le brasero central dans lequel Mike vient brûler des preuves, tout simplement, des photographies notamment pour voir est-ce que c'est bien par rapport à l'appartement, le avant-après, etc. Tout ce qui pourrait faire remonter à la responsabilité du meurtre de Ward, qui incombe à Lalo, mais de Lalo on peut remonter au reste. Et bien tout ça, ça doit disparaître. On verra que cet aspect un peu d'éclairage unique avec des flammes en mode un petit peu naturel, alors j'imagine que ça c'est filmé avec des putains de caméras et ou d'appareils photo qui vont très très loin dans la montée en ISO d'une façon très très propre, qui arrive à prendre en très basse luminosité, je sais pas, un A7R3, ce genre de choses, mais en tout cas là la prouesse est pas mal, parce que si c'est vraiment la seule source d'éclairage, il se distingue parfaitement de la nuit noire et impénétrable qui l'environne à quelques mètres autour du brasero. Je trouve ça plutôt stylé.
Sur ce plan, on retrouve la traditionnelle opposition entre le bleu plus ou moins profond, un peu plus clair à droite, un peu plus profond à gauche du tiers supérieur de l'écran, et bien sûr l'orangé des éclairages publics, enfin des éclairages publics et privés, des éclairages tout court sur ce plan. Alors je n'ai rien d'autre à commenter étant donné que l'action est toujours silencieuse, nous en sommes à 5 minutes 44 je crois de tête, et toujours aucun mot autre que la voix du chanteur pour la chanson justement Perfect Day n'a été prononcée jusqu'ici. C'est un petit peu une signature de cette série, ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime Better Call Saul évidemment. On voit que l'image a été légèrement recontrastée, peut-être les couleurs un poil saturées, et sachez qu'il faudra attendre la 6e minute et 1 seconde, je crois avoir noté, pour qu'enfin le premier mot de cet épisode ne soit prononcé, évidemment par Jimmy McGill, qui d'ordinaire est un véritable moulin à paroles, mais qui a la décence d'attendre un petit peu. Voilà, c'est pas une minute de silence, c'est même plusieurs. Et à l'échelle de la narration, peut-être plusieurs heures de silence, même quand on les voit ensemble, Kim et Jimmy essaye de parler, Kim n'a pas le cœur à ça vraisemblablement. Un peu plus tard, Gus Fring qui se fait fouiller en vue d'un entretien avec Don Eladio. Et alors l'arrêt sur image, c'est pas vraiment juste sur cette frame là, c'est que pendant plusieurs secondes, vous voyez, on a un reflet dans les yeux qui donne un regard un peu fou à Fring. On verra qu'il y aura d'autres reflets dans ses lunettes, pas dans ses yeux, mais on verra que dans la séquence d'après, on aura des flammes qui vont se refléter sur ses yeux. Et c'est plutôt du plus bel effet, comme d'habitude avec cette série, à la réalisation, la photographie, la mise en scène, tout ce qu'il y a de plus léger. Là encore une scène qui n'est quasiment autour de la traditionnelle piscine, la fameuse piscine de Don Eladio, qui n'a pas été mis au courant pour le laboratoire souterrain étant donné que le film amateur, allez on va dire semi-professionnel de Lalo Salamanca n'a jamais pu sortir de ce sous-sol. Et donc la scène qui est quasiment éclairée que par, bon là on voit quand même qu'il y a quelques éclairages ici, mais c'est principalement le petit feu ici. Je crois qu'il y a des chandelles aussi sur le meuble que vous voyez là. Il y a aussi une chandelle que l'on voit à côté. C'est un petit peu dangereux d'ailleurs sur un canapé, monsieur Eladio. Non, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais et de la lumière qui filtre d'ici, la piscine elle-même qui a l'air d'être légèrement éclairée, mais quand l'action se recentre, ça devient plus flagrant. Donc à ce rendez-vous, il y a aussi Don Bolsa, Don Hector et les deux jumeaux, Léonide et Marco. Je crois ne pas dire de bêtises, mais c'est possible, je vous avoue que je vous dis ça de tête. Alors Don Hector, souvenez-vous, il avait parlé au téléphone, enfin il avait parlé, il avait surtout écouté du coup, il répondait avec sa sonnette comme d'habitude, au téléphone avec Lalo Salamanca, et il va nous faire un putain de solo de sonnette endiablé, mais qui ne va pas convaincre Don Eladio. Personne ne croit que Gus Fring, l'homme au poulet, est un traître, à part, même les jumeaux ont l'air de douter un petit peu du fait qu'ils soient encore sains d'esprit, leur oncle, je ne sais plus comment le dire, et ils vont, voilà, Don Eladio va essayer de l'amadouer un peu, ouais, ce soir tu vas voir mon lit, et peut-être que je vais faire venir une ou deux femmes dans ton lit, qui sait, mais vas-y, c'est bon. Passe à autre chose. D'ailleurs à la fin il le dit, en fait dès qu'il se barre il fait ting 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 ting, j'en peux plus de ça, il dit je te proposerais bien de rester Gus, mais imagine, moi j'ai pas envie de me réveiller avec ce bruit de sonnerie, c'est impossible. Il dit quand même déceler un peu plus tard de la haine dans le regard, alors la haine on la voit surtout dans le regard de Don Hector, mais de la haine dans le regard de Gus Fring, à qui non, il conserve néanmoins sa confiance. Voilà, il lui dit tu t'occuperas du nord et tu bosseras pour Don Bolsa, et Salamanca reste responsable de ce qui se passe au sud, probablement la frontière mexicaine. Après qu'Eladio ait décelé donc de la haine dans le regard de Gus, il s'approche de la piscine et il la contemple silencieusement, de façon un peu déterminée, piscine auprès de laquelle il a vu s'éteindre son grand ami et peut-être unique amour, hein, on n'a jamais trop eu de version définitive par rapport à ça, et ils ont eu la décence de ne pas nous faire une explication à la Stranger Things dans la matière, mais voilà, Maximino Arcinianga, je ne sais plus exactement le nom de son ami, qui est décédé lors de la première entrevue avec Don Eladio où ils avaient fait un peu de forcing, il est vrai, rappelez-vous dans Breaking Bad, et piscine auprès de laquelle il finira par avoir sa vengeance, évidemment. Bon, Don Hector aura une autre vengeance plus tard où il pourra faire des ding ding ding, et rappelez-vous d'ailleurs c'est comme ça qu'il partira, mais voilà, le plan est plutôt stylé, on voit la détermination de Gus en la matière, et quand on sait ce qui s'est passé dans Breaking Bad, ça n'en est que plus savoureux évidemment. J'ai du mal à parler, je fais l'épisode en plein milieu de la nuit, ça me réussit plus de le faire le matin.
Après l'effort, et bah là au réconfort, du coup Gus Fring va se rendre dans son bar à vin préféré, commander des grands crus. D'ailleurs, il n'hésite pas à dire, d'ailleurs il ne le dit pas, à un moment il y a, je sais pas si c'est un maître d'hôtel, un sommelier, David qui vient avec qui visiblement il s'entend bien, le courant a l'air de passer entre les deux, si tant est que toute forme d'affabilité de la part de Gus Fring ne soit pas contrefaite, évidemment. Et alors ça va parler voilà, de grands crus, de la côte du Rhône, de pas mal de villages de France, etc. Mais et alors j'aime bien la façon assez classe que Gus a quand on lui demande pour son premier vin, alors il est comment? Et il le regarde comme ça, et juste il dit rien, mais il fait même pas une grimace ou un petit nom de la tête, juste le fait de rien dire, il fait ouais ok vas-y, je renvoie la bouteille, je te fais venir un vrai truc. Et alors c'est une scène qui en soi ne fait pas du tout évoluer l'histoire, mais ça vient simplement développer le personnage de Gus qui décidément a multiples facettes, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une seule de vraie. Ah, dites-moi dans les commentaires, laquelle est vraie? Est-ce que c'est le monstre sanguinaire ou est-ce que c'est le patron méticuleux? Ou est-ce que tout ça n'est qu'une seule et même personne? Qui sait? Donc là encore, une scène qui est full dans les tons orangés, quel que soit le moment où on fait des arrêts sur image, dans toute cette séquence, évidemment. Mais vous commencez à avoir l'habitude avec Breaking Bad et a fortiori Better Call Saul sur ce genre d'étalonnage que je vous fais remarquer à chaque fois. Donc je vais essayer de pas trop en faire des tonnes, mais vous verrez, ça reviendra plan par plan à chaque fois, systématiquement. On a quelques minutes plus tard, j'essaie de pas faire toutes les séquences sinon ça va durer aussi longtemps que l'épisode lui-même. Mike qui sort d'une de ses planques la carte d'identité au nom de Felipe Cavallo. Je ne sais pas parler espagnol, je n'ai jamais fait d'espagnol donc je prononce sûrement très très mal. Mais alors il ressemble beaucoup au père de Nacho Varga. Mais alors pourquoi il s'appelle pas Varga? Parce que justement il va l'appeler Monsieur Varga. Peut-être qu'il a eu plusieurs cartes d'identité, plusieurs identités. Je vous avoue que ça c'est un détail qui m'a échappé. N'hésitez pas à me faire vos précisions dans les commentaires, histoire de compléter le commentaire que j'en fais, évidemment. Je dis souvent évidemment. Ouais. Sans doute tant mu par la culpabilité qu'il ronge que par le sens du devoir, culpabilité de ne pas avoir pu maintenir Nacho en vie, alors que ça se voyait qu'il l'aimait bien, justement il s'opposait même à Gus de façon un peu risquée en disant non mais ça n'est pas un chien, il ne faut pas le considérer comme un chien. Et voilà, il va venir essayer d'avoir quelques mots réconfortants pour son père, l'occasion d'un très joli contre-champ, plus joli que le chant, dans laquelle la silhouette de Mike ne se découpe guère que par un fin croissant de lumière, toujours orangé, obviously, j'ai trouvé une variante, je le dis en anglais. Alors il va dire à son père qu'on voit ici, qui était en train de bosser, visiblement assez tard dans la nuit. Bon, il va lui expliquer que voilà, son fils ne reviendra pas, qu'il a fréquenté les mauvaises personnes, mais que lui-même était quelqu'un de bien. Par contre, ce qui va pas plaire à son père, c'est quand il va lui dire que justice sera faite. Et bon, alors j'ai vu des commentateurs, notamment je crois que c'était Dirty Tommy, dire ah ouais, c'était très très profond, très très inventif. Alors en soi j'aime bien l'opposition justice-vengeance, ça n'est pas la même chose. J'avais justement développé cette thématique à l'occasion de ma critique du dernier Batman. Allez regardez la critique du dernier Batman, j'essaierai de vous le mettre en fiche si j'y pense. Le héros de droite par excellence, c'est comme ça que je l'avais titré. Oui, parce que c'est une chaîne un petit peu politisée à l'origine, comme vous le savez, même si on aime... on n'est pas que politisé, on n'est pas que des geeks, donc voilà, j'essaie de distinguer un petit peu les formats que je fais, mais parfois, voilà, certaines considérations politiques font des incursions dans l'aspect plus geek et inversement, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, oui, c'est une thématique qui est classique, qui n'est pas maltraitée ici. De là à crier au génie, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà vu un paquet de fois tout de même. Mais au moins, voilà, c'est bien filmé, c'est bien interprété, c'est signifiant quand on connaît la fin qu'a eu Nacho Varga et l'affect qu'on a pu développer pour ce personnage. En tout cas, c'est mon cas et je vous invite à revoir les précédentes reviews où on l'avait commenté avec Tony. Comment pourrait-il en être autrement? Kim et Jimmy vont se retrouver à une cérémonie en l'honneur d'Howard Hamlin. Alors, leur ancienne meilleure ennemie qu'ils ont vu mourir devant leurs yeux, donc la perte de son meilleur ennemi, ça doit être un petit peu bizarre parce que c'était aussi une des raisons d'avancer pour Jimmy, justement ça fait partie des choses qui seront un petit peu explicitées plus tard dans les conversations. Et on se dit tout de même là, est-ce que HHM, c'est ce sentiment que j'ai eu immédiatement qui a été confirmé par la suite dans une des discussions qu'ils ont avec un mec qui avait essayé de débaucher Kim d'un autre cabinet, je ne me souviens plus comment il s'appelle, et où ils vont confirmer, effectivement, t'as perdu pas Jimmy McGill, mais Charles McGill, Chuck, à la fin de la saison 3. Ici, consécutivement ou presque, tu perds Howard Hamlin, qui est donc voilà les deux associés principaux.
ça va être compliqué de continuer comme si de rien n'était, et c'est ce qu'ils vont expliquer un petit peu plus tard dans une des conversations. Voilà, je crois que c'est à ce moment-là, en disant bah en fait c'est sûrement la dernière fois que vous voyez ces bureaux, parce qu'ils vont réduire les effectifs, ils vont déménager dans des plus petits locaux, un peu plus modestes, où ils auront que un étage au lieu d'avoir tout le bâtiment, et la société ne s'appellera même plus HHM. Bah oui, si tu enlèves un H, si tu enlèves un M, ça devient compliqué, et alors après ça donne H, mais c'est une toute autre série. Normalement ça devrait être l'instant du triomphe total pour les deux tourtereaux, triomphe qui est malgré tout maculé de sens, qui semble pas tellement leur faire plaisir. On s'interroge un petit peu plus sur les sentiments réels de Jimmy que sur ceux de Kim, pour la raison que vous avez pu constater, puisque si vous regardez cette review, vous avez déjà vu l'épisode, sinon vous spoilez, c'est un petit peu dommage. Dites-moi si vous regardez des reviews sans regarder les épisodes, peut-être que ça existe. Et donc voilà, en fait, une victoire à la Pyrrhus, un constat doux amer. Ils ont battu, brisé à tous les niveaux leurs compétiteurs et leur meilleur ennemi, Howard. Ils se sont vengés de HHM au point qu'ils arrivent à la faire fermer plus ou moins complètement, à supprimer toute opposition, que ce soit l'entité juridique ou les gens qui la constituent. Et pourtant, voilà, une victoire qu'il est difficile de savourer, vous en conviendrez. Sincérité réelle, sincérité affectée, Jimmy qui va reconnaître que, alors il parle pas de harcèlement comme la veuve de Howard, mais il va reconnaître que s'il lui faisait des crasses régulièrement, c'est parce qu'il était jaloux du respect que son frère Chuck vouait pour son associé, respect que lui-même n'a jamais obtenu. Alors c'est une déclaration qui a l'air d'étonner un petit peu Kim. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Quand elle lève les yeux, voilà, je prends pas de risque pour le robot de YouTube, quand elle lève les yeux vers lui comme ça, on voit quand même de la surprise, même si le point est fait sur Jimmy. D'ailleurs, le cadre est vachement bizarre parce que lui-même est vraiment en bout de cadre, et on ne voit, comme d'habitude, qu'une fenêtre orangée avec une lumière orangée, mais Kim sur laquelle le point n'est pas fait. Étonnant qu'il n'y ait pas eu un changement de point, du coup ça reste subtil, sa réaction reste quand même dans un léger bokeh, dans un léger flou artistique en second plan, et alors... Pourquoi est-ce qu'elle a l'air surprise de cette sincérité ou pas? Déjà, elle avait essayé de lui faire parler de la mort de son frère plusieurs fois. À chaque fois, il s'y refusait. Et dans un second temps, on se dit, cette sincérité, elle est peut-être réelle, mais pourquoi, en fait, finalement, est-ce que parce qu'elle est réelle, c'est désintéressé? Vous savez que les meilleurs mensonges comprennent un maximum de vérité. Peut-être n'est-ce là qu'un nouveau move, une nouvelle strat de Saul Goodman, Jimmy. Bon, par contre, sur le coup, je trouve que Kim, qui a un peu moins de talent dans le bluff peut-être que Jimmy, enfin en tout cas dans le bluff éhonté, peut-être un peu plus de scrupules, et je trouve qu'elle pousse un peu quand elle dit oui, je l'ai surpris un soir quand je travaille ici, et en fait il était à son bureau en train de sniffer quelque chose. On se rattrapera plus tard en disant ouais, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, sûrement que vous avez raison, donc elle le rattrape pas trop mal, mais là je trouve qu'elle essaie de pousser un avantage de façon un petit peu, voilà, c'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est un petit peu too much tout de même, Kim. Juste un petit arrêt sur image sur un des rares instants qui n'est pas bleuté. Et voilà, un bisou un peu mignon dans un contexte un peu glauque, à la fois le contexte spatial, ce parking souterrain, et le contexte temporel, les funérailles de leur meilleur ennemi, comme je le répète depuis tout à l'heure. Mais vous savez, et c'est Eros et Thanatos ont dit... Le dieu de l'amour et le dieu de la mort sont intrinsèquement liés, sont intimement liés, malheureusement. Et parfois, le fait d'échapper à la mort ou d'être témoin de la mort ou de souffrir de la mort de quelqu'un vous donne envie de vous raccrocher le plus possible à la vie et donc à l'amour. Et donc à un baiser dans ce parking souterrain. Pourquoi pas? Et là, coup de théâtre, alors qu'elle défendait l'un des rares cas, justement, qui en vaille la peine selon elle, elle était prête à faire des coups de crasse pour faire rentrer de l'argent, du moment que ça lui permettait d'assurer des défenses de millionnaires à des gens qui ont juste besoin, enfin qui peuvent juste bénéficier de l'équivalent de l'assistance juridique, qui n'ont pas les moyens de payer autre chose qu'un commis d'office. Et bien voilà, ce genre de choses qui lui tenait à cœur, et bien elle va se démettre du dossier. Elle va dire bon bah voilà, je renvoie à une de mes collègues dont j'ai oublié le nom ce cas-là. Alors le juge a du mal à y croire et a fini par lui dire non, c'est juste pas possible en fait que je continue de plaider. Pourquoi? Je ne suis plus avocate, et elle est plus avocate depuis cet après-midi. Elle a fait ça un petit peu en loose day. C'est pas un comportement normal du genre à plaire à Mike juste après ce qui s'est passé. Enfin, moi, c'est la réflexion que je me suis faite. En tout cas, dans cet épisode, on n'a pas vu Mike réagir par rapport à ça. Et je ne suis pas sûr qu'on envoie la suite, étant donné qu'il y a une autre timeline qui semble se créer à la fin de l'épisode.
peut-être qu'elle sera discontinue avec des retours, des flashbacks, des flash-forwards. Je ne sais pas de quoi les prochains épisodes seront faits, je crois qu'il en reste encore 4. Alors, est-ce que c'est la culpabilité qui ronge Kim? Est-ce que c'est sa déontologie qui l'attira, et à la déontologie à laquelle elle a fait tant de manquements récemment au contact de Jimmy, qu'elle se considère du coup plus capable de continuer son travail, ou qu'elle en a simplement plus la volonté? Toujours est-il que Jimmy va se retrouver sans associates et avec un nom d'agence incorrect juste après avoir fait venir une grue pour mettre un lettrage géant. Vous avouerez que c'est un peu ballot. En rentrant chez lui, ou plutôt chez eux, Jimmy se retrouve plutôt abasourdi par la nouvelle. Alors dans un premier temps il commence à dire bon bah t'inquiète pas, on va tout annuler, moi je vais taper, toi tu vas dicter, et il commence à aller dans la chambre, et là bah recoup de théâtre, il voit, de toute façon ça pouvait être que l'un ou l'autre, hein. Soit Kim meurt, soit elle le quitte, et là quand on voit tous ces bagages en train d'être faits, elle est en plein packing, en train de faire les cartons, et bah, ça sent le sapin pour leur relation, et ça Jimmy le comprend tout de suite. Évidemment il est quand même pas con, il tchatche beaucoup mais il réfléchit aussi quand même. Alors est-ce que c'est le ticket de sortie pour le personnage de Kim Wexler pour sortir de cette série, de ce casting, sans voir son personnage mourir? Écoutez, ça me semble être une explication satisfaisante. Ce que je vous disais, de toute façon, vu qu'on n'en entend jamais parler dans Breaking Bad, c'est soit une rupture très difficile dont Saul ne veut plus jamais entendre parler, soit c'est que la personne est décédée. Alors l'argument c'est, voilà, individuellement on n'est pas ouf, mais c'est ok. Par contre, voilà, on multiplie notre potentiel en étant ensemble, et on est mauvais l'un pour l'autre, et surtout on est du poison pour notre entourage. Ce qui, voilà, elle lui dit je t'aime, mais en gros c'est pas possible. C'est pas un défaut d'amour, c'est surtout les effets que produit cet amour sur nous-mêmes et sur notre entourage, et ça c'est plus possible à gérer. Et ici, nous est proposé une assez grande ellipse temporelle. On ne sait pas combien de temps ont passé. On voit Jimmy qui se réveille à côté d'une femme qui n'est pas Kim du coup. Est-ce que c'est la même femme de petite vertu que dans toute la série? En tout cas, je sais qu'elle se fait payer, mais je suis pas sûr que ce soit le même personnage. Ce serait un peu bizarre, étant donné qu'on voit que Jimmy vit véritablement dans l'opulence. On assiste à sa morning routine et on se rend compte qu'il est beaucoup plus dégarni que par le passé. Alors il va réussir à le masquer en rabattant la mèche, vous savez, un petit peu à la Laurent Fabius. Moi je m'y suis toujours refusé, je fais non, on rase, on va pas commencer à faire des tortillons avec les cheveux, c'est dégueulasse. Mais écoutez, en tout cas lui ça fonctionne plutôt bien, parce que regardez, hop, et je suis redevenu Jimmy, je passe de chauve à Jimmy. Bon, il était dégarni, mais voilà, donc on pense que quand même au moins quelques années sont passées déjà pour le changement de décorum, d'activité. On verra qu'il a aussi changé de bureau, et le fait qu'il semble avoir vieilli. De toute façon, ils ont été obligés, pour des raisons de préquel, de rajeunir le personnage de Saul Goodman. Ça n'a pas forcément été très très efficace, étant donné que c'est tourné plusieurs années après Breaking Bad, mais que c'est censé se dérouler pas mal d'années avant. C'est toujours ce qui est compliqué quand on fait des prequels, avec les mêmes personnages et les mêmes acteurs du coup. Donc la nouvelle baraque, comme vous le voyez, qui est tout de même beaucoup plus vaste, beaucoup plus luxueuse, même ostentatoire, hein, on peut le dire, sardanapalesque, c'est un peu n'importe quoi par rapport à l'appartement qu'il occupait, le petit appartement villeux. Je sais pas s'il était si petit que ça, mais en tout cas il était quand même beaucoup plus modeste, ça faisait plus classe moyenne. Là on est quand même chez le roi d'Espagne, hein, j'en sais rien, mais on s'est mis plutôt bien, et ça ressemble, rappelez-vous, dans un des flash forward en noir et blanc sur Jim Takovich, on a l'impression qu'il s'agit de la même maison qui se faisait évacuer justement au moment où il doit changer du coup d'identité, puisqu'on le présume, étant donné que voilà, il demande un accessoire d'aspirateur, comme vous le savez dans la série, alors on ne sait pas exactement ce qu'il fuit, mais peut-être les répercussions de son activité. Et oui, être l'avocat de la mafia, ça paye peut-être, ça permet d'acheter de grandes choses, mais des fois il faut partir un peu précipitamment, vraisemblablement. Alors, j'ai oublié de vous le préciser parce que c'est un petit peu un détail, mais il semblerait que, au moins pour le petit déjeuner, Jimmy ne se nourrisse plus que de barres de céréales. Il en propose à la personne qui a partagé sa nuit d'ailleurs quand elle part, ce qui semble pas spécialement l'intéresser. Et on le voit que dans son nouveau bureau, enfin le bureau iconique, celui qu'on a connu dans Breaking Bad, il a retrouvé sa tasse World Greatest Lawyer, sachant que maintenant que Kim n'est plus dans le game des avocats, pour une raison ou pour une autre. Eh bien, pour toutes les raisons cumulées d'ailleurs, c'est possible, il n'est plus le deuxième meilleur avocat du monde, mais le premier, et c'est ainsi que s'achève l'épisode.
Merci d'avoir suivi cette review en ma compagnie de cet épisode 9. On fera évidemment toute la série à chaque fois qu'on pourra le faire avec Tony. Bah ça c'est pareil aujourd'hui, ouais, il faisait tellement 1 milliard de degrés que Tony m'a dit là je vais me liquéfier. On peut le faire dans la nuit si tu finis pas trop tard ton émission parce que j'ai une radio libre. Diamond Radio Libre, abonnez-vous évidemment, je vous le mettrai dans les trucs à cliquer en fin de vidéo si ça ne s'affiche pas déjà. Mais du coup voilà, dès que j'aurai l'opportunité de faire les reviews avec Tony, je le ferai évidemment parce que c'est plus rigolo que tout seul, même si ça prend un petit peu plus de temps. Là on est à moins de 25 minutes. Écoutez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez des commentaires. Ciao ciao.